Bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Laurie Giacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. My Marketing Experience est une agence de conseil et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre mission est de rendre accessibles les techniques marketing qui fonctionnent aujourd'hui, sans attendre de devoir être une grande entreprise pour mettre cela en place. Avec My Marketing Podcast, on partage avec vous nos conseils en marketing, marketing digital et les techniques de vente en tentant de répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posées. Aujourd'hui, alors que nous connaissons une période complexe et pleine d'incertitudes, de nombreux entrepreneurs ont choisi d'appréhender cette période inédite avec sagesse et pragmatisme. D'une part, dans leur manière de gérer la situation en interne, vis-à-vis de leurs collaborateurs, mais également dans la façon de se remettre en question par rapport à leur activité et de s'interroger sur les différentes opportunités de changement ou d'évolution, avec comme objectif permanent depuis le début de leur aventure entrepreneuriale, grandir et s'améliorer. Pour parler de ça, nous avons convié Olivier Cross, cofondateur de Skills, un cabinet de conseil qui accompagne les sociétés en hypercroissance sur l'acquisition de leurs talents. À 38 ans, Olivier est un serial entrepreneur. Il a déjà monté et revendu 3 sociétés, 2 dans le secteur du recrutement et 1 dans le secteur de la formation. Autant dire que c'est un vrai expert et amoureux des relations humaines. Dans ce podcast, Olivier partage avec nous son aventure entrepreneuriale, sa vision d'entrepreneur et les événements qui ont construit son parcours. Il évoque également la manière dont lui et son équipe gèrent cette crise actuelle et comment le marketing et notamment la construction d'une marque forte, fondée sur une vision et des valeurs claires, sont pour lui des éléments essentiels pour développer son entreprise tout en prenant du plaisir à le faire. Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur iTunes. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir notre podcast. Et maintenant, place à notre entretien avec Olivier Cross. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast. On a la chance de se connaître déjà depuis quelques temps. On a même eu la chance de travailler ensemble. Et j'aurais bien aimé que tu puisses te présenter en quelques mots, si ça te va. Très bien, parfait Laurie. Bonjour à tout le monde. Olivier, j'ai 38 ans, bientôt 39. Je suis entrepreneur depuis maintenant 5-6 ans. J'ai 2 beaux enfants qui sont sans doute mes plus belles créations jusqu'à présent. Et aujourd'hui, donc, je co-dirige un Skills, qui est un cabinet de conseil depuis maintenant 2 ans. Donc, on accompagne les entreprises en forte croissance dans l'acquisition de leurs talents. Très bien. Et je sais qu'on a déjà parlé. Puis moi, en fait, quand je t'ai rencontré, les premières fois qu'on s'est rencontrés, tu n'avais pas encore Skills. Tu dirigeais d'autres sociétés, puisqu'en fait, Skills est un 4e entreprise, si je me trompe pas. C'est ça, exact. C'est ça, d'accord. Donc, c'est ta 4e aventure entrepreneuriale. Et donc, par le passé, est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur les différentes activités que tu as pu avoir, puisque tu es ce qu'on appelle un serial entrepreneur? Bien sûr. En gros, moi, j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 32 ans. Au départ, j'avais pas d'idée révolutionnaire. J'avais juste envie de valider la capacité à développer une entreprise. Et donc, du coup, j'ai tout simplement mis à profit l'expérience que j'avais eue pendant 10 ans auparavant dans le recrutement. Donc, j'ai monté un cabinet de recrutement déjà à l'époque. Et puis, en fait, ça a été un peu le boom. J'ai l'impression que pendant 10 ans, en fait, ma créativité était complètement enterrée et que dès que j'ai dû me mettre à l'exercice de penser à un produit, un service, penser à un logo, un nom de boîte, penser à structurer la boîte, penser à monter en compétence sur tous les sujets, parce que effectivement, passer de chasseur de tête à entrepreneur dans la chasse de tête, ça demande effectivement beaucoup d'efforts de monter en compétence. Et donc du coup, ça a un peu libéré ma créativité, et du coup ça a confirmé le fait que j'étais vraiment un créatif. Je pense qu'avant je le savais pas. C'était un peu enfoui en moi, et du coup quand j'ai créé ma première boîte, en fait j'ai eu 50 000 idées à la minute, quoi. Donc c'était une révélation. Comment? Ça a été une sorte de révélation? Ouais, ça a été une vraie révélation, et ça change complètement sa façon de voir
le travail, sa façon de se voir, sa façon de voir les autres, son métier, etc. Donc c'est vrai que ça a décuplé la créativité chez moi et ça a permis effectivement de pouvoir lancer cette première entreprise. Et d'ailleurs le risque c'est aussi que quand ça libère la créativité, c'est un peu la foire à neuneux, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 idées qui arrivent et puis on a l'impression qu'elles sont toutes bonnes. On a tout envie de les exécuter et donc du coup bah, c'est là où on commence à faire les premières erreurs d'entrepreneur, c'est à savoir de se défocuser et de lancer plusieurs idées en même temps. Donc donc ça c'est vrai que j'ai appris avec le recul que ce qui est important en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs ou qui souhaitent devenir entrepreneurs, un truc important c'est vraiment de rester focus et de pas se défocuser parce qu'on est vraiment tenté par différents sujets et il faut rester straight to the point comme disent les anglo-saxons. Oui, ce qui rejoint un peu ce qu'on voit, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est toutes les opportunités à saisir et qu'il faut absolument saisir et on a l'impression que toutes les idées sont bonnes, alors que parfois c'est peut-être plus un piège et que la bonne idée serait de rester, comme tu dis, focus sur son idée et son marché, ses clients, pour pas s'éparpiller un petit peu trop. Exactement. Et du coup, toi, ça t'a permis on va dire, de tirer les leçons de ces erreurs que tu as pu faire peut-être par le passé. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ça par rapport à ton activité actuelle? Est-ce que tu es beaucoup plus focus? Est-ce que tu te permets quand même, bon, j'imagine, d'avoir de nouvelles idées? Comment est-ce que tu pèses le pour et le contre? Alors déjà, si je devais lister quelques erreurs que j'ai faites, effectivement, il y avait le côté s'éparpiller, donc lancer plusieurs idées en même temps. Il vaut mieux partir d'une douleur chez un client et essayer de la résoudre et d'être focus sur cette idée-là. Donc il y a effectivement cette capacité à s'éparpiller de l'entrepreneur. Deuxième erreur, c'est aussi moi j'ai monté, donc c'est ma 4e boîte, j'ai monté 4 boîtes. J'ai foiré 2 associations et j'en ai réussi 2. J'ai foiré les 2 premières et j'ai réussi les 2 dernières. Et l'association, c'est quand même très compliqué et ça demande vraiment d'être accompagné. C'est un peu comme les gens qui aujourd'hui vont facilement voir le psy alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était mal vu d'aller voir un psy. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avouer que on a besoin d'être accompagné dans notre rôle d'entrepreneur. On a besoin d'être accompagné dans notre rôle effectivement de dirigeant. Et pour ça, nous, avec Sonia, donc qui est mon associée chez Skills, dès le début, on s'est fait accompagner par un duo d'entrepreneurs et un duo de coachs qui nous a permis de nous aligner, qui nous a permis de véritablement construire ensemble le modèle de travailler ensemble qu'on voulait avoir, de travailler ensemble la vision, de travailler ensemble les valeurs qu'on voulait y mettre. Et ça, c'est hyper important. Et on l'a pas fait une seule fois, on le fait tout le temps. On se fait tout le temps accompagner, tout le temps coacher. Et nous-mêmes, on accompagne et on coach des entrepreneurs ou des dirigeants dans leur job. Donc ça, c'est hyper important. Donc je répète, rester focus, mais de pouvoir accepter d'être accompagné et notamment dans cette phase importante qui est l'association. Ça demande beaucoup d'humilité d'accepter et de se rendre compte de cette dimension, je trouve, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que on pense souvent que on trouve un associé et tout va fonctionner, mais c'est un peu comme un couple, hein, finalement. On a aussi, il y a la relation humaine qui rentre en jeu, et c'est pas parce qu'on s'entend très bien au début qu'on va avoir la même vision à long terme des choses. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant, l'idée de pouvoir vous faire coacher pour conserver la même vision de là où vous souhaitez aller. Ouais, et puis ta référence avec le couple, elle est bonne parce que nous, on a réussi notre couple professionnel grâce effectivement aussi à cet accompagnement. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a quelque chose à faire aussi dans la sphère privée parce que si chaque couple pouvait être accompagné par un coach, un love coach, peut-être qu'on éviterait autant de séparations, autant de divorces, autant de problèmes à la maison. Et je pense que la première étape, on le voit à titre personnel, mais c'est encore plus vrai au titre professionnel. La première étape, c'est
c'est d'accepter qu'on n'est pas des surhumains, d'accepter qu'on a des faiblesses, d'accepter qu'on a des rigueurs, des mauvaises habitudes, et d'accepter effectivement de pouvoir écouter, de se faire accompagner, respecter l'autre, écouter l'autre, etc. C'est hyper important. C'est d'autant plus important que dans des périodes difficiles comme celles qu'on vit aujourd'hui, le noyau dur reste quand même les cofondateurs d'une boîte, les associés d'une boîte. C'est eux qui portent le projet, c'est eux qui portent la vision, c'est eux qui sont à la barre du bateau. Et c'est important que ce socle-là soit un socle extrêmement solide et qu'il n'y ait pas que des bons moments à vivre ensemble, mais aussi des mauvais moments, parce que c'est comme ça qu'on apprend véritablement à interagir et à vivre ensemble dans un projet professionnel. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, hein, finalement. Exactement. Alors, je ne dis pas que le pire est en train de vous arriver du tout. Ouais. Malgré tout, je pense que comme tout le monde en ce moment, vous subissez cette situation qui n'est vous souhaitée et que personne n'avait forcément vu venir. Comment est-ce que ça se passe pour vous aujourd'hui? Alors, je ne vous demande pas si votre business va bien ou pas, hein, mais comment est-ce que vous avez abordé justement ce gros bouleversement au sein de la société et justement à deux, puisqu'il y a Sonia qui est la cofondatrice et en plus, je sais que vous avez deux personnalités qui sont complémentaires mais et différentes. Comment est-ce que vous avez abordé cette période particulière et comment est-ce que vous vivez ça actuellement? Alors effectivement, notre secteur fait quand même partie des secteurs qui souffrent, même si c'est dans une moindre mesure par rapport à des secteurs comme le tourisme notamment. Après, nous on accompagne en plus des boîtes qui sont en hyper croissance, donc c'est effectivement pas une période propice pour accélérer la croissance et notamment l'onboarding des nouveaux talents. Après, on a eu tous un premier réflexe qui était véritablement de se concentrer sur notre business actuel et déjà de prendre des nouvelles de nos clients, de nos clients, de nos candidats. Continuer à communiquer avec vos clients. Exactement. Le premier point, c'était vraiment de savoir comment tout le monde allait. Est-ce que tout le monde était en bonne santé? Est-ce que ils arrivaient à gérer la crise, à gérer le vent de panique qu'il y a eu au départ? Donc on a nous aussi vu un peu le vent de panique et chez nos clients et candidats également. Donc on était là aussi pour prendre des nouvelles et savoir comment ça allait. Et c'est vrai que on a eu un super réflexe parce que moi j'étais un peu traumatisé. J'ai connu en 2008 la crise déjà qui était assez difficile. Et j'étais déjà à l'époque dans le secteur du recrutement. Après, à l'époque, j'avais pas cette expérience de dirigeant parce que c'est pas moi qui dirigeais l'entreprise. J'étais un jeune manager, donc j'ai aussi commis pas mal d'erreurs de management et de gestion de crise. Mais on va dire que je me suis assez endurci là-dessus et ça m'a permis de gérer cette période actuelle de manière un peu plus sereine. Et aujourd'hui, on a vraiment eu un réflexe qui était dès le départ de pouvoir sécuriser notre revenu existant, de pouvoir stabiliser le business actuel, réduire le maximum de dépenses et faire entrer le maximum de cash. Et ça a été vraiment notre réflexe et on a essayé de propager ça chez nos confrères parce qu'on a plein de copains qui bossent dans des cabinets de recrutement et dans cette période-là, c'était important pour nous aussi. Nous, on a la chance aussi d'avoir une super assistante de direction, office manager, plus. Enfin, je pourrais y rajouter énormément d'étiquettes. Et elle a su avec nous montrer énormément de résilience et aussi une capacité à bien gérer la situation, à prendre toute l'information, etc. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de confrères qui n'avaient pas ce luxe-là dans leur entreprise, qui avaient des petites entreprises, des petits cabinets de recrutement, qui n'avaient pas de super assistante. Ils étaient complètement largués à la ramasse sur toutes les procédures fiscales, sociales, les mesures à prendre, les mesures qui existaient, etc., etc. Et donc, du coup, on a mis à disposition notre ressource interne, à disposition d'autres cabinets, d'autres confrères, pour justement les aider à remplir les formulaires, à faire les demandes, à ne pas oublier telle ou telle démarche, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu en 2008. En 2008, chaque cabinet était un peu dans son coin et quand on demandait à un cabinet comment ça va, il disait que il avait pas envie de dire que ça allait pas. Tout va bien. Voilà. Là aujourd'hui, je pense que les gens disent facilement que ça va pas, disent facilement que c'est dur, disent facilement j'ai besoin d'aide. Et puis voilà. Donc nous on a eu également un deuxième réflexe qui était de se dire compte tenu du contexte, compte tenu du passé, on va fermer l'entreprise. C'était une décision qui était
entre guillemets facile à prendre, mais très difficile à communiquer à l'équipe, parce que dans l'équipe, personne n'a connu, c'est une équipe qui est jeune, personne n'avait connu la crise de 2008. Donc on se posait la question avec Sonia de comment les collaborateurs vont réagir, que vont-ils penser, quelle peur ça va susciter, amplifier chez eux. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas mieux pour se former aux crises que de vivre et survivre aux crises. Donc, Oui. donc 2008 m'a beaucoup appris. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a grandi par rapport à ça, et on a vu la situation avec beaucoup de clairvoyance. Donc aujourd'hui, on avait un bateau solide. Ça fait 2 ans qu'on a développé notre entreprise. On a des super résultats et des super références clients. On a une super équipe, une super ambiance. On a créé déjà une culture entreprise dont on parle autour de nous, etc., et qui attire. Donc on avait quand même un bateau qui était relativement solide, des équipiers en or, et honnêtement, et ça j'insiste là-dessus sur le commandement, mais un duo d'associés qui était vraiment très solide, très ancré, et qui avait déjà à titre personnel connu certaines difficultés et qui avait su solidifier encore plus ce duo-là. Donc on a réussi à rassurer tout le monde sur le fait que on tenait la barre, qu'on savait pas trop dans quelle direction on allait, ni comment on y allait, mais par contre que c'était sûr qu'on allait avancer. Et preuve en est, depuis maintenant un peu plus d'1 mois de confinement et de crise, on trouve qu'on a effectivement hyper bien géré la situation. On travaillait pas en remote aussi. On a appris à travailler en remote de manière très rapide. J'ai D'accord. apporté très vite un certain nombre d'outils, de process pour justement apprendre à travailler à distance. Et du coup, franchement, je trouve qu'on a réagi efficacement à une expérience qui était quand même à la base très stressante, anxiogène, négative. Bah, écoute, c'est très intéressant. Ce que je retiens, c'est effectivement que vous avez pu compter sur vos bases solides et sur une bonne équipe de pilotes pour montrer qu'il y avait un pilote dans l'avion. Euh, et je pense que ça a dû rassurer vos équipes et de vous mettre finalement, entre guillemets, en mode survie plus qu'en mode panique, et d'avoir pu avoir rapidement les bons réflexes, notamment en mettant en place, comme tout le monde, le télétravail, mais aussi en ayant pu rassurer les équipes. Ce que je retiens aussi, c'est la solidarité qui a pu avoir, mettre à disposition une ressource interne pour d'autres cabinets qui sont autour de vous. C'est quelque chose, effectivement, que j'ai pu aussi expérimenter pendant cette crise, où on est plusieurs entrepreneurs à avoir communiqué entre eux pour se donner des coups de main. Est-ce que tu as bien compris ce formulaire et tout ça? Et toi, c'était quelque chose que tu n'avais pas observé donc il y a quelques années. Donc tu as quand même observé qu'il y avait un changement de mentalité par rapport à la crise il y a quelques années. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vit est quand même inédit. On a effectivement dans le passé, nos anciennes générations ont connu la guerre, mais d'avoir une personne sur 2 dans le monde qui est confinée, c'est quelque chose qui est quand même assez inédit, d'une ampleur phénoménale, et du coup, je pense que ça puise des ressources intérieures dans chaque être, et du coup, je pense que les gens se disent j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de faire ressortir, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de et donc du coup à un moment donné faut arrêter de vouloir tout contrôler et de vouloir tout retenir. Je pense que dans ces moments-là, il faut pas avoir peur de tout lâcher et de demander de l'aide. Et les gens que j'ai approchés, c'est pas des gens qui m'ont demandé de l'aide, hein. C'est des gens que moi j'ai appelés, savoir comment ils allaient, et puis j'ai senti que c'était un peu la panique à bord. J'ai senti que ils avaient du mal à gérer, et du coup j'ai tout de suite proposé notre aide, parce que ce travail on l'avait fait, donc autant le proposer à des gens qui l'avaient pas fait et à qui ça peut servir. Et puis je pense que dans cette période-là, moi je suis particulièrement touché, sensibilisé, parce que je fais partie entre guillemets des personnes à risque. Donc je suis un entrepreneur avec une maladie chronique, donc je suis quand même sensible à tout ce qui est tout ce qui touche à la santé. Et donc pour moi, tout le monde m'appelait pour savoir comment allait le business, comment allait l'économie, comment allait l'équipe, etc. Donc bon, moi je leur disais ok, l'économie, le business, ça va, on arrive à gérer. Maintenant c'est secondaire, quoi. Le principal c'est la santé.
la santé, sa propre santé, la santé des proches, et puis la santé aussi psychologique, parce que même si on est en bonne santé, qu'on n'a pas Oui, chopé le normalement. coronavirus, je pense que ce qu'on vit est quand même très particulier. Donc certains, moi j'ai la chance aujourd'hui de le vivre dans des conditions plutôt bonnes. Je sais qu'il y a quand même des gens qui souffrent du confinement, qui ont des conditions qui sont très difficiles. Mhm. Et il faut pas oublier ces gens-là, et ces gens-là souffrent aussi psychologiquement. Donc je pense que ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc si on peut donner un petit peu d'aide, si on peut distribuer un peu de bonheur, si on peut distribuer un petit peu de ressources faciles pour nous et qui peuvent aider, ben faisons-le quoi. Bah, écoute, un bel état d'esprit. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur sur ma prochaine question. Aujourd'hui, justement, ton mindset a l'air quand même plutôt bon. Est-ce que vous avez l'objectif de continuer de vous développer? Et si oui, peut-être de quelle façon? Alors, je te demande pas de dévoiler tous les projets que vous pourriez avoir parce que je sais qu'il y a quand même quelques petites pépites euh, qui vont fleurir, mais est-ce que tu peux nous parler justement de votre manière d'aborder la suite aujourd'hui chez Skills? Oui, alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, euh, Pas grave. mais en gros, effectivement, c'est une période où il y a beaucoup de risques, beaucoup de turbulences, mais je pense qu'on peut en tirer des opportunités de véritablement sortir grandi et d'être beaucoup plus fort après. Euh, Ceux qui pensent, parce que quand même, j'interviewe quand même pas mal de personnes en ce moment, que ce soit chez des clients, chez des partenaires, chez des candidats, il y en a quand même encore beaucoup qui pensent pouvoir revivre comme avant. Et je pense que ceux qui pensent ça, à mon avis, se trompent. Il y a ceux qui pensent aussi qu'ils vont pouvoir retravailler comme avant, qui vont pouvoir retrouver leur bureau, leurs collègues, les after-work, etc. Je Un pense jour, qu'on a aussi de quoi? un jour, oui. Un jour, oui. Mais il y a aussi ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir consommer comme avant. Et moi, je pense qu'en fait, malgré tout, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et nous, dans notre métier, les gens, les gens qui pensent qu'on va recruter comme avant se trompent également. Et ça, nous, on l'avait déjà un peu anticipé auparavant, parce que on savait que notre modèle de chasseur de tête était un modèle qui était en pleine mutation. Et aujourd'hui, on en est intimement convaincu. On est convaincu que notre modèle doit changer, que notre mission et notre business model aussi. Et, euh, et ce qui était important, c'était de se dire bon, on va essayer de prendre un peu de recul sur notre métier et de se dire bon, euh, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait de mal, comment on peut améliorer les choses. Tout entrepreneur qui se doit, il est là pour réfléchir et apporter des réponses à des problèmes du quotidien. Donc en gros, nous on a profité de cette période de confinement pour interviewer pas mal de recruteurs. On a réuni des confrères pour partager un peu de notre temps gratuitement pour donner des conseils sur la manière de recruter à des prospects, à des clients, voilà, principalement des responsables de recrutement d'entreprise. Et donc du coup, on a identifié quand même chez eux énormément de choses qui n'allaient pas dans leur process de recrutement, dans leur manière de recruter. On avait quand même beaucoup de gens qui aimaient leur métier de recrutement, mais qui commençaient à l'aimer de moins en moins. Et donc on a essayé de creuser, de savoir un petit peu, mais pourquoi, quelles étaient un petit peu les douleurs dans leur quotidien, etc. Et c'est vrai qu'on a identifié énormément d'idées pour les aider à optimiser leur process de recrutement. Avant, si tu veux, nous on était là pour leur dire bon, vous recherchez des candidats pour une mission, confiez-nous votre mission et puis nous on va se charger effectivement de trouver des candidats pour vous. Et en fait, on s'aperçoit qu'on répondait à une partie de la chaîne de valeur du recruteur, mais qu'on n'aidait pas le recruteur dans son quotidien véritablement. Mhm. On l'aidait effectivement à répondre de manière un peu épisodique à certains besoins sur lesquels il n'arrivait pas à traiter, mais on n'arrivait pas à le entre guillemets soigner quotidiennement sur son quotidien et sur la manière de faire son métier. En Ouais, il y a le gros, pansement, mais il y a pas le vrai entre guillemets médicament pour résoudre la cause de la douleur. ouais. Et nous, notre mission, on l'a encore plus clarifié, mais notre mission, c'est vraiment de donner du plaisir aux recruteurs, de faciliter leur quotidien, de faire en sorte qu'ils recrutent mieux, qu'ils attirent plus facilement, qu'ils attirent plus vite, parce qu'on est dans des marchés qui sont hyper concurrentiels, et qu'ils puissent le faire tout ça à moindre coût. Et notamment avec la période actuelle,
ça va être effectivement un enjeu majeur de pouvoir également réaliser des économies tout en conservant la qualité de son process de recrutement. Donc on a réfléchi un peu à tout ça et c'est vrai qu'on est allé extrêmement vite dans la réflexion. On a mené pas mal d'ateliers, on a fait pas mal de brainstorming là-dessus et on va être capable là d'ici quelques semaines voire quelques mois de pouvoir lancer un nouveau service à travers une plateforme qui va les aider, qui va aider les recruteurs à aimer encore davantage leur métier. D'accord, j'aime beaucoup cette notion de plaisir, parce qu'il y a quand même une véritable approche marketing, hein, au final, dans ce que vous avez mené. Donc, je pense que vous avez quand même de bonnes compétences en interne sur ce point-là. Donc, c'était vraiment... J'aime l'idée de rapporter du plaisir à vos clients et de pas simplement traiter leur première douleur ou ce qu'ils pourraient même exprimer en surface, parce que parfois souvent ils savent pas eux-mêmes ce dont ils ont besoin, et d'être allé creuser justement pour voir comment ôter cette douleur et au-delà d'ôter la douleur, c'est vraiment en plus de rapporter la notion de plaisir dans leur métier. Est-ce que vous aussi au quotidien c'est quelque chose qui est important pour vous chez Skills, cette notion d'épanouissement dans le travail et de plaisir dans le travail, quelque chose, j'imagine que vous devez aussi vouloir communiquer à vos clients. C'est égoïstement, je pense que c'est le premier driver de la boîte. Et si on a une équipe qui aime qui aime son métier, qui aime travailler ensemble, qui aime servir une mission qui nous dépasse et voire plus grand, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on performe. On peut pas être performant dans une activité qu'on n'aime pas. Donc la notion de plaisir, la notion de passion, elle est primordiale. Et même à titre individuel, je le vois moi j'ai des personnes, j'ai dû dans ma carrière, j'ai recruté une centaine de personnes et j'ai managé une centaine de personnes. Chaque personne c'est pas une personne parfaite. Donc il y a forcément des choses sur lesquelles la personne elle est douée, elle aime faire, il y a des choses qu'elle n'aime pas faire et dans lesquelles elle a du mal à progresser. Moi je pars du principe que quelque chose dans lequel la personne n'est pas à l'aise, n'aime pas faire et a du mal à progresser, faut le mettre de côté, il faut le faire par quelqu'un d'autre, quoi. En revanche, là où elle est bonne, là où elle prend du plaisir à faire telle ou telle tâche, eh ben il faut lui en demander plus, il faut lui demander de progresser, il faut lui demander de transmettre, il faut le décupler en fait. Donc c'est une approche managériale qu'on a chez Skills, c'est de véritablement faire grandir les gens sur ce qu'ils aiment faire, les inviter à transmettre cet amour et ce plaisir à exécuter certaines missions, certaines tâches, et puis c'est ce qui nous rend encore plus forts, encore plus performants, quoi. Et ça, j'imagine que c'est aussi bien en interne que ce que vous transmettez également, la manière dont vous travaillez avec vos clients, cette notion de plaisir et de dépassement dans les talents que vous recrutez. On a la chance aujourd'hui de pouvoir choisir les gens avec qui on a envie de travailler, que ce soit les candidats ou les clients, on a la chance de pouvoir choisir. Ce sont eux qui vous choisissent aussi, j'imagine. Aussi, bien sûr. À partir du moment où on a envie de travailler avec une personne, on lui montre tout l'intérêt qu'on a pour elle et on essaie effectivement de lui donner envie. C'est réciproque, mais on a quand même ce luxe-là et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important de pouvoir bien choisir ses clients parce que forcément on a envie de travailler avec des gens qui nous ressemblent. Pas qui nous ressemblent, l'idée c'est pas de faire du clonage, mais qui nous ressemblent dans le mindset, qui nous ressemblent dans l'état d'esprit, qui nous ressemblent dans l'envie de se dépasser, qui nous ressemblent dans la façon dans le caractère humain qu'on peut mettre dans notre métier, qui nous ressemblent voilà, nous on travaille pas avec des clients qui nous considèrent comme des prestataires, on travaille pas avec des clients qui nous considèrent comme des fournisseurs, mais on travaille avec des clients qui sont véritablement des partenaires et des gens qui sont prêts aussi à nous livrer facilement leurs douleurs, à nous livrer facilement leur vision, leurs enjeux, leur ambition. Peut-être même à prendre des risques avec vous, hein, sur certains choix. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas parce que on y met plein d'amour, on prend du plaisir et qu'on s'est choisi mutuellement, qu'on s'engueule pas, qu'on se challenge pas, enfin voilà, je pense que c'est notre quotidien aussi de challenger nos clients, de pas être d'accord avec eux, de parfois de se fâcher, alors entre guillemets, mais en tout cas de pas être d'accord. attention, là on a fait une erreur ou là vous avez fait une erreur et
et, euh, et il faut corriger, c'est pas bien. Donc on est ouais, on est vivant avec nos clients, donc c'est important. C'est bien, mais c'est vrai qu'on en avait discuté un tout petit peu. Le côté humain était extrêmement présent, bon, déjà par la nature de votre activité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets de recrutement où c'est encore, on va dire, à l'ancienne, où finalement c'est juste des candidats et des CV, alors que chez vous, la dimension humaine est vraiment extrêmement présente et j'ai pu m'en rendre compte aussi. Et tu parlais d'attirer les bons clients et de travailler avec les bons clients. Et au début de notre entretien, tu parlais aussi, tu avais évoqué le fait que vous aviez développé, tu n'as pas dit comme ça, mais vous avez quand même réussi à construire une marque Skills qui était reconnaissable et qui attirait les gens, alors que ce soit les personnes pour travailler avec vous, mais j'imagine aussi des clients. Mmh. Comment est-ce que vous avez entrepris justement cette construction de votre marque? Alors peut-être vous ne l'avez pas fait exprès forcément, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des actions que vous avez pu mettre en place en vue de vraiment vous construire un nom pour devenir une référence qui reflète les valeurs qui sont vraiment très importantes pour vous et voir justement les bons clients venir à vous? Bon, on a fait un travail double. En fait, on a fait un travail d'introspection sur véritablement ce que Sonia et moi voulions faire de cette boîte. Où est-ce que nous voulions aller, à quel horizon. C'est important de se poser des questions est-ce qu'on a le temps déjà de développer la boîte. Il y a des gens qui ont envie de faire qui veulent se consacrer à un projet juste 4-5 ans et pas plus. Il y a des gens qui peuvent y consacrer toute une vie. Donc déjà, c'est important de pouvoir mettre un timing là-dessus. Donc on s'est dit, voilà, c'est quoi notre vision sur le timing. Nous, avec Sonia, la réponse a été claire, c'était de se dire qu'on avait le temps de faire une belle boîte. On n'était pas pressé. On pense même que c'est sans doute notre dernière, on va dire, aventure. Même si à l'intérieur de cette aventure-là, il y aura plein de projets, et notamment le projet qui va sortir bientôt avec une nouvelle marque, un nouveau produit. Mais dans cette entreprise-là, il y aura sans doute plein de projets, plein de choses qui vont se créer, se développer. Mais en tout cas, peut-être que ce sera sans doute notre dernière aventure entrepreneuriale. Tu comptes te poser en tant que Ouais, serial entrepreneur? ouais, poser, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, j'ai envie de prendre le temps pour développer sereinement le business. Oui, tu t'en Donc, donnes les moyens visiblement. exactement. Donc là, c'était important d'être aligné déjà sur le timing. C'est important d'être aligné sur qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une petite boîte? Est-ce qu'on veut faire une grosse boîte? Est-ce qu'on veut faire une boîte qui nous paye bien jusqu'à notre retraite? Est-ce qu'on veut faire une boîte où on se paye pas très bien, on fait beaucoup d'efforts, on est vigilant, etc. On est vachement sur le ROI, et puis avec l'idée derrière de pouvoir la revendre et de faire une plus-value. Est-ce qu'on cherche de la rentabilité ou de la croissance? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Nous aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que on veut les deux. On veut de la croissance et on veut de la rentabilité. On veut notre espace de liberté. On veut apprendre à, à travailler différemment, à prendre du plaisir. On vit quand même dans un monde où il y a énormément de stress au travail, où il y a énormément de burn-out. Les gens sont, enfin, nous quand on est à l'extérieur et qu'on parle avec les gens, 4 personnes sur 5 nous disent j'en peux plus de mon boss, je suis mal payé, l'entreprise ne me donne pas les moyens, j'en ai marre de ceci, cela, mes collègues je peux pas les blairer. Enfin, faut savoir qu'il y a quand même 4 personnes sur 5 qui se plaignent de leur environnement professionnel. Nous, on a la chance de pouvoir construire l'environnement professionnel qu'on rêve et de pouvoir y vivre. Donc ça, c'est quand même un vrai luxe. Et donc du coup, c'est important de pouvoir véritablement définir quel est le cadre de vie idéal qu'on souhaite faire. Moi, dans mes précédentes expériences, et puis pas que entrepreneuriales, mais on était dans une culture sur notre marché où c'était celui qui avait gagné, celui qui était le numéro un, c'était celui qui était le plus gros. Et souvent, le plus gros, c'était celui qui avait le plus de people dans ses équipes. Donc, c'est quand on se voyait entre confrères cabinet de recrutement, c'est comment ça va? Ah, ça va très très bien. Ah, vous êtes combien? Et le vous êtes combien, c'est la même question que bonjour, comment ça va? Et toi, tu gagnes combien? Et donc, c'est marrant parce que
cabinet est prestigieux, on va dire. Ouais, c'est juste, bah, vous êtes combien là? Si vous êtes nombreux, ça veut dire que ça marche. Bah, en fait, si vous êtes nombreux, ça veut dire que ça marche. J'y ai cru pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, j'en suis moins convaincu. Parce que je pense que, ouais, on le voit avec le freelancing, où on voit de plus en plus de freelance aujourd'hui qui aspirent à cet espace de liberté, à pouvoir effectivement travailler comme ils le souhaitent. Et du coup, ça permet de donner au marché une workforce supplémentaire pour pouvoir réaliser ces projets. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de servir une cause, c'est de grandir, d'avoir un super produit, d'avoir un super service, de véritablement faciliter le quotidien des gens. Mais pour ça, ça ne veut pas dire forcément avoir une armada de personnes salariées dans sa structure, etc. Je pense qu'on peut avoir une base, une équipe solide en interne, mais également pouvoir construire autour de soi un écosystème avec des gens qui ont des compétences, des connaissances et un réseau différent qui pourra permettre de nourrir l'entreprise. Et c'est ce qu'on est en train de construire depuis le début avec Skills. Oui, je pense qu'on se rejoint sur et de plus en plus d'entreprises. Alors il y en a encore, comme tu dis, qui sont très focus sur combien il y a de collaborateurs et ça fait effectivement ça calcule entre guillemets la réussite de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, on va dire, qu'on peut côtoyer, dont toi hein, également, remettre un peu en perspective ces critères de réussite, d'observation de la réussite, puisqu'au final, c'est aussi pour vous servir, tu l'as très bien dit, servir une cause. Alors peut-être que vous servirez moins de clients et ça sera moins dans la masse, mais par contre, quand vous allez vos clients, vous allez pouvoir vous en occuper et aussi vous reposer sur ce que tu as très bien dit, donc là, une force vive qui va être extérieure aussi et apporter des compétences qu'on n'aura pas forcément en interne. Est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui va commencer à se répandre un petit peu plus, ces nouveaux business models, ces nouvelles façons de travailler? Forcément. En tout cas, je le souhaite et je pense vraiment que ça va décupler parce que je pense que le rapport au travail, le rapport au capitalisme pur, de se dire qu'on fait une boîte juste pour du profit et juste pour du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui doit être un peu remis en question. Je pense qu'en ce moment, on le voit quand même, c'est que mine de rien, face à la nature, on n'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, il faut quand même se dire que malgré tout, même si le capitalisme a beaucoup d'aspects positifs, on a quand même créé aussi toutes les conditions de notre autodestruction. Et donc, je pense que c'est en ça où il faut se poser la question de véritablement ce qu'est la mission d'une entreprise, quel est son rôle. Et je pense que chaque entreprise doit avoir une mission principale et une mission secondaire qui soit une mission de vie. On parle souvent en ce moment des entreprises, des projets d'entreprise en mission. On voit aussi beaucoup de projets qui tournent autour des projets qui sont pro bono, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se dire pourquoi on le fait en fait, et pour qui on le fait, et dans quelles conditions on veut vivre demain. Moi, je suis papa, j'ai 2 enfants. J'ai envie que mes enfants puissent grandir et leurs enfants également puissent grandir dans un environnement qui soit sain, qu'on puisse corriger les défauts qu'on a créés à la nature aujourd'hui. Et s'il peut y avoir effectivement un maximum d'entreprises qui travaillent, qui œuvrent pour ça, tant mieux. Mais je pense que c'est un peu le rôle de chaque entreprise d'avoir une action solidaire par rapport à son environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est pas que la nature, c'est l'environnement psychologique de ses collaborateurs, l'environnement de travail, etc. quoi. C'est l'environnement au sens très large. C'est envisager les choses pas uniquement sous la dimension du profit, on va dire. Ouais. Mais après, il va falloir quand même une vraie prise de conscience aussi du gouvernement, des gouvernements sur le sujet, parce que on le voit dans une période comme celle qu'on vit, les indépendants, les freelances souffrent quand même énormément et toutes les mesures qui ont été prises et qui sont de
très très belle mesure pour la plupart des PME ou des grands groupes ou des ETI, finalement sont très peu accessibles à ce monde-là des freelances et des indépendants. Demain, on va être dans une société où il y aura de plus en plus de freelances et d'indépendants, et il va falloir véritablement repenser un peu le modèle pour faire en sorte que eux aussi puissent accéder aux mêmes conditions de vie, de survie, de financement, de logement, etc., etc. Écoute, merci Olivier pour cette réflexion assez inspirante. J'avoue que ici, on partage cette vision de l'entreprise qui doit respecter et s'engager aussi pour son environnement au sens très large, comme tu l'as dit. Est-ce que moi, j'aimerais bien pouvoir te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui nous écoutent, pour justement créer, comme toi, tu l'as entrepris avec par rapport à tout ton background où tu as tiré les conclusions de tes erreurs passées ou quoi que ce soit, aux ceux qui veulent construire un business qui, visiblement comme toi, tu cherches à construire, tu construis actuellement un business qui te correspond tant professionnellement que personnellement. Le conseil que j'aimerais donner, déjà, c'est ceux qui hésitent à entreprendre, d'arrêter d'hésiter et d'y aller. Aujourd'hui, on vit quand même dans un pays qui nous permet d'entreprendre par les différents statuts, par effectivement Pôle emploi qui permet de pouvoir, et qui est quand même le premier business angel de France et qui permet de pouvoir véritablement se lancer à moindre risque. Donc ceux qui hésitent, de plus hésiter. Ceux qui n'hésitent pas et qui y vont mais qui savent pas comment y aller, de pas hésiter à se faire accompagner. Quand on est entrepreneur, on n'est pas censé être bon dans tout. On n'est pas censé être excellent dans tout. En revanche, il faut, et on n'est pas censé non plus être moyen dans tout. Donc, il faut être excellent dans un domaine, dans un ou deux domaines, et surtout ne pas avoir peur de déléguer à des gens qui sont véritablement experts dans leur domaine. Si aujourd'hui vous êtes super bon en développement commercial, vous avez une super équipe tech produit, mais par contre personne ne maîtrise le marketing, il faut pas hésiter à déléguer cette partie-là et à faire confiance effectivement à des professionnels comme vous par exemple. Et ça c'est le cas sur tous les domaines d'activité. Donc ne pas hésiter effectivement à se concentrer sur quoi on est bon et à déléguer ce sur quoi on est moins bon ou on n'a pas le temps de gérer. Après le troisième point, c'est pour ceux qui veulent entreprendre, qui savent où ils vont, c'est attention à faire preuve d'un maximum d'humilité et surtout de faire preuve d'énormément de bienveillance. Et de, même si vous êtes convaincu, que vous avez l'énergie, l'enthousiasme pour y aller, de toujours remettre en question vos convictions et de toujours tester vos hypothèses. Et surtout, la première chose, avant même d'imaginer un produit, il faut avant tout écouter un client et donc comprendre ses pains. Donc la première chose quand vous créez une boîte, avant même de créer un logo, avant même de chercher le nom, avant même de, c'est déjà se poser la question de ce que nous on a envie de faire de cette boîte, et deux, appeler des clients, appeler des futurs clients pour leur partager leur quotidien, et la période en ce moment est propice à ça, pour savoir quelles sont leurs douleurs, de quoi ils ont besoin. Essayez d'aller chercher quel est le problème que vous allez chercher à résoudre. Ben, c'est un excellent conseil. Écoute, je n'aurais pas dit mieux. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, il est comme toi, qu'il est vraiment, et ce que vous semblez faire, nécessaire de se concentrer sur la douleur, le problème, pour pouvoir aider au mieux nos clients. Et je te remercie, Olivier, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous. Merci à toi, Laurie. Et je ne peux que souhaiter le meilleur pour Skills et pour ce nouveau bébé qui devrait prochainement arriver. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Au revoir.